Aujourd'hui au podcast, on reçoit le président de Groupe Stratège, Gabriel Couture. Gabriel fait la gestion de portefeuille pour les gens fortunés, voire très fortunés. Il est ici pour nous parler de leur réalité. Bienvenue à Garde le change. Je suis en compagnie, bien sûr, de mon co-animateur Sam Nadeau en forme. En forme, toi? Yes, également Gabriel Couture. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, messieurs. Gabriel, d'entrée de jeu au podcast, on aimerait savoir un peu ton parcours. Tu viens d'où? Tu pars d'où? D'où je pars par rapport aux affaires, ou disons aux affaires financières, c'est quand j'étais aux études, tout de suite à la fin de mon cégep, avant d'entrer à l'université, j'ai participé à un concours de la Banque fédérale de développement du Canada qui offrait un certain budget pour partir en affaires. Je suis donc parti en affaires dans une entreprise étudiante. J'ai engagé plusieurs personnes. J'ai gagné le premier prix. En gagnant le premier prix, j'ai eu une annonce dans les journaux. De ça, j'ai eu des conseillers financiers qui m'ont téléphoné pour m'offrir leur service. Et j'ai trouvé que ça pouvait peut-être être une belle alternative pour moi dans ma vie future. J'ai étudié en conséquence et voilà. Et tu tombes en amour avec les services financiers comme dès le moment où tu l'as présenté? Ou il y a eu une période d'adaptation? Je pense que j'avais déjà cet instinct-là plus jeune, puis ça s'est comme concrétisé, puis l'amour s'est développé, puis j'aime encore plus ça aujourd'hui que j'aimais ça au point de départ. Fait que ça a été un bon choix pour moi. Maintenant, aujourd'hui, Gabriel, tu es chez Groupe Stratège, tu es même le président de Groupe Stratège. Tu gères le patrimoine de gens fortunés. Peux-tu m'expliquer c'est quoi un patrimoine? Quand on parle de patrimoine, souvent les gens ils disent c'est quoi ce bébête-là? Ouais. Bon. J'en fais partie. Ouais. Dans un patrimoine, il faut voir ça comme peut-être des blocs Lego qui ont la couleur bleue, jaune, rouge. Puis chacun de ces morceaux-là peuvent être, par exemple, un morceau, c'est un parc immobilier. Un autre morceau, c'est une entreprise opérante, comme vous connaissez un paquet d'entreprises opérantes. Un autre morceau pourrait être une compagnie dans laquelle il y a toutes sortes d'investissements. Puis c'est l'ensemble de tous ces actifs-là qui finissent par représenter ce qui est un patrimoine. Puis en arrière de ça, c'est comme s'il y avait un squelette qui détenait ou qui soutenait tout ça, par lequel il y a toutes sortes de mécanismes pour optimiser ou améliorer le flux monétaire ou l'échange d'argent entre les individus, les entreprises, puis ces différentes sociétés-là. OK. Est-ce que lorsqu'on parle de patrimoine, c'est souvent dans l'abstrait ou c'est très concret? Tu parlais d'un squelette. Est-ce qu'un individu peut dire qu'il a un patrimoine parce qu'il y a des actifs, mais finalement, c'est juste les œufs sont dans le panier? Oui, c'est ça. Au sens très, très simple, David, tu as un patrimoine. J'ai un patrimoine, Samuel a un patrimoine. Mais souvent, dans le monde financier, quand on parle d'un patrimoine financier, c'est justement un ensemble d'entités. Puis souvent, ça se construit dans un espace-temps. Quelqu'un peut commencer par une petite entreprise qui fait des profits. Cette entreprise-là qui fait des profits, les profits, on veut les mettre à quelque part sans nécessairement toutes les verser à l'actionnaire. Donc, on crée une société de gestion. Il se ramasse de l'argent dans la société de gestion. La société de gestion, elle, souhaite envisager, faire, par exemple, des investissements dans des opportunités dans l'immobilier, créer une autre société. Ces deux sociétés-là peuvent s'échanger de l'argent sans nécessairement avoir à payer de l'impôt entre les deux. Ce qui fait que c'est un genre de système qui est mis en place, qui fait partie d'un patrimoine. Fait que le patrimoine, c'est rien d'autre qu'un ensemble d'actifs qui est détenu soit par un individu, soit par des sociétés, puis pour lesquels n'importe qui peut se bâtir un patrimoine. Puis son patrimoine peut être plus petit ou plus grand, tout dépendant où on se situe dans notre vie. C'est vraiment une super définition. Ouais, vraiment. Tabarnouche, je capote. C'est très imagé. Merci, je suis content que tu m'accordes une note aussi élevée. Tabarnouche, je suis comme emballé la définition de ça. Oh, c'est vraiment complet. Ouais, non, c'est ça. Hey, parle-moi donc, Gab, parle-moi des types de riches. Tu sais, si t'avais un peu les caractériser, là, c'est quoi les types de riches qu'on a au Québec? Les types de riches qu'on rencontre, d'abord, il y en a un qui est complètement méconnu des gens puis qui est sous-estimé par la plupart, c'est le voisin qui reste juste à côté de chez vous, qui a un simple bungalow, qui se promène dans une auto usagée, qui va magasiner chez Walmart et puis qui a l'air de monsieur, madame, tout le monde. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, c'est en général, on a un grand nombre de millionnaires au Québec qui ont ce profil-là. Ce style de vie-là. Exactement. Qui peuvent être un petit entrepreneur, un petit commerçant, un professionnel qui a ramassé son argent, puis qui a fait attention à ses affaires, puis qui a ramassé un actif
et puis qui se donne une certaine sécurité. Puis ça, souvent, c'est sous-estimé parce que les gens s'imaginent toujours que quelqu'un qui est riche a nécessairement une voiture rutilante à la porte, une grosse maison. Puis ça, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont des voitures rutilantes, des grosses maisons, qui finalement, tu sais, souvent n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, là. Ouais, On tout parle, emprunté, là. ben c'est ça. Puis ça, c'est plus récurrent qu'on peut l'imaginer, là. On a-tu, entre autres, une maison à Québec, là, que dernièrement, là, j'ai un de mes clients qui me téléphonait, il dit « Je devrais-tu prêter? » C'est une maison de 5 millions qu'un gars a, puis pour lequel il y a des dettes extra-hypothèques, disons. Et dans le fond, mon client se faisait demander, tu prêterais-tu, tu sais, même si l'écart de ce qui reste n'est pas si grand que ça, dans un contexte où est-ce que moi, ça m'a complètement surpris, là, tu sais, parce que c'est quelqu'un qui a une superbe résidence, plusieurs voitures à la porte, et les gens, des fois, s'imaginent que ces gens-là ont des sous, mais souvent, c'est tout le contraire. Donc là, on a des professionnels, des gens qui ont différents types de commerce, puis qui souvent mettent peut-être plus dans l'apparence que dans le patrimoine, tu sais. Gab, dis-moi, le deuxième groupe qui existe au Québec, ça serait quoi? Pour bien te répondre, Samuel, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième groupe, je vais essayer de rassembler ça pour être le plus concis possible. Mais bon, on a, par exemple, des nouveaux riches. Bon, des nouveaux riches, là, ça, c'est une nouvelle réalité qu'on ne voyait pas beaucoup auparavant. Les nouveaux riches étaient des gens qui avaient réussi après plusieurs années de travail, mais aujourd'hui, on a des nouveaux riches qui sont des jeunes, par exemple, qui partent des startups. On voit ça, entre autres, en technologie, et qui, dans le fond, veulent revendre leur participation à plus brève échéance ou qui s'associent avec d'autres qui veulent remodeler leur participation. Et là, se ramassent avec un certain montant d'argent. C'est sûr que, tu sais, entre 25 puis 30 ans ou 35 ans, quelqu'un qui va ramasser 1 million, 2 millions, 3 millions, s'imagine que, bon, ben c'est facile, c'est pas... Et là, souvent, ces gens-là, ben, pour moi, là, c'est pas vraiment des si grands riches que ça. C'est à court terme. C'est du court terme. Ouais, parce que... C'est des gens qui font des home runs, puis là, ils pensent que ben, c'est facile de même. Ouais. Ils se réessayent après ça, puis souvent, quoi, ils se plantent. Ben, c'est ça. Puis Sam, tu sais, l'histoire dit que souvent, ben, 5 ans plus tard, ils se ramassent, tu sais, avec pas nécessairement grand-chose, là, tu sais. Ça, t'en vois, ça. Il y a du monde de même à Québec, là. Oui, puis on est capable de percevoir ça rapidement, là. Ah ouais, comment? Ben, je te dirais que dans les comportements principalement d'investisseurs, c'est-à-dire que la personne arrive avec ça, il se dit « Ah, ben là, écoute, je suis parti de zéro, j'ai fait 3 millions, je vais prendre 3 millions, dans 2 ans, est-ce que je peux faire 6 millions, ou dans 5 ans, je peux-tu faire 6 millions? » Ou, ils ont des comportements d'investisseurs qui ne sont pas réalistes par rapport à... Ils sont pressés. C'est-tu parce que généralement, ils connaissent pas leur affaire? Il y a un mélange de toutes sortes d'affaires. Il y a un mélange, la jeunesse qui dit « Hey, sais-tu quoi, là, je pense que ça va être facile, on va faire d'autres bonnes affaires facilement. » J'ai été dans un secteur, par exemple, de la haute technologie, donc tous les projets de haute technologie risquent d'être rentables. C'est pas le cas. Il y en a plusieurs qui, finalement, là, donnent pas tout à fait les résultats et ou peuvent prendre énormément de temps, puis sont souvent rachetés à très faible prix pour être capable d'être continué dans un autre type d'entreprise qui a à peu près la même sphère d'activité. Fait que c'est ça serait ton deuxième groupe. Ben, ça c'est un groupe qu'on voit là, émerger, puis qui sont des riches qui sont souvent passagers, mais bon. T'as le groupe de gens qui... puis ça, c'est ce qu'on voit beaucoup actuellement. Une génération qui a réussi à bâtir des actifs, qui a été en affaires, qui a travaillé fort toute sa vie, qui a eu un style de vie relativement raisonnable et qui, là, pense vendre son entreprise ou la remet à ses enfants. Puis ça, ces gens-là, souvent, le gros de leur argent est dans la valeur de leur entreprise. Ça veut dire qu'ils ont vécu relativement sobrement et lorsqu'ils transitent ou qu'ils pensent transférer la valeur de leurs actifs, ben là, c'est le gros de leur argent qui est là. Ils tiennent ça beaucoup à cœur. Et là, ils pensent à revendre ou à transférer aux enfants. Puis ça, ben il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui sont dans cette strate-là, si on veut. Effectivement. On peut penser aux gens qui ont des fermes aussi? Oui, effectivement. Puis ça, ben c'est pas évident parce que quand tu as une ferme, souvent, tu n'as pas eu à dépenser beaucoup ton argent. Tu as beaucoup toujours réinvesti dans la ferme. Tu es resté sur la ferme. Puis tu restais sur la ferme. Tu restais exactement, Samuel. Fait que moi, c'était un très grand respect. Puis là, quand tu arrives au bout, ben là, ils se disent hey, crème, si je la vends à mes enfants, il faut que je la vende quasiment à rabais pour qu'ils soient en mesure de pouvoir continuer l'opération d'eux. Ou ça devient des méga entreprises, les gens qui achètent des terres. Là, on commence à voir ça au Québec. Là. Le principe d'acheter une terre, acheter le voisin, l'autre voisin, l'autre voisin, l'autre voisin, l'autre voisin. Puis là, ça devient des entreprises d'une autre envergure. C'est-à-dire que
plutôt que d'avoir un dépanneur sur le coin de la rue, ben là, ils ont un paquet de dépanneurs comme Couche-Tard, tu sais, puis là, ils deviennent des grandes entreprises. Puis ça, il y en a au Québec, des agriculteurs qui sont tombés complètement dans un autre niveau d'investisseurs, et là, où est-ce que l'opération de leurs affaires devient comme une entreprise. Donc, c'est plus juste de dire, on va installer des canaux, comme il se fait en Australie, comme il se fait en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, nous autres, dans le cadre de l'investissement, quand on parle à des investisseurs qui ont beaucoup d'argent, entre autres, c'est un des endroits qu'on recommande des investissements dans le secteur de l'agriculture, pas dans un endroit comme le Canada parce que c'est trop politisé, mais dans un endroit, par exemple, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, où est-ce que toute la question du prêt par rapport aux services d'agriculture est moins encadrée ou moins politisée, puis qui permet, dans le fond, de pouvoir dire à une entreprise, on va élargir le nombre de terres, on va opérationnaliser ça comme une business, puis on va aller chercher plus de revenus, plus de gains. C'est ça. Intéressant. Puis ce troisième groupe-là, tu dirais, ils valent quoi, entre 5 et 20 millions, à peu près? Oui, je pense que oui. 5 et 20 millions, c'est ce qu'on voit généralement. C'est-tu, mettons, des pharmaciens propriétaires ou des gens qui ont des entreprises manufacturières, par exemple? 5 et 20, c'est les entreprises manufacturières, puis les propriétaires pharmaciens, je te dirais oui, mais souvent, là, ceux avec lesquels nous, on va travailler, c'est des gens qui ont beaucoup plus que ça, là, qui ont eu plusieurs pharmacies, puis qui peuvent valoir entre 50 et 200 millions. Ceux qui ont bien profité là, de la vague de l'acquisition de peut-être entre 5 et 20 pharmacies rentables, les valeurs... mais on s'entend que c'est la minorité, mettons, si on parle en termes, mettons, du Québec, là. Oui, il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Oui. Oh, okay. Plus qu'on pense. Une seule pharmacie, un seul pharmacien, parce que c'était un secteur qui a été très favorisé. Les gens ressortent de là avec quelques millions. Ça veut dire que ça peut être 3, 4, 5, 6. Les gens qui ont été vraiment en affaires, puis qui en ont acheté plusieurs, puis qui se sont créés des mini-organisations, là, ils ont fait, là, eux autres, ils tombent dans un autre niveau, dans un autre degré. C'est ça. Mais je te dirais, pour te répondre correctement, la plupart des commerçants, entrepreneurs conventionnels, entre 5 et 25 millions, je pense que ça ressemble pas mal à ça. Je ne sais pas si... Oui, non, ça répond bien à la question. Puis, dirais-tu que ces gens-là, dans la rue, on pourrait les reconnaître? On commence à les reconnaître un peu plus. Ça, c'est des groupes les gens vont se tenir dans des réseaux, vont être plus en interrelation avec d'autres gens qui ont à peu près le même style de vie. Ils se tiennent ensemble. En général, oui. En général, oui. Okay. En général, oui. Les gens se créent un réseau à l'intérieur avec d'autres gens qui ont ce même style de vie-là ou ce niveau-là, cette façon peut-être de réfléchir là ou de penser. C'est pas pour dénigrer nécessairement les autres, mais ce que je vois, moi, c'est que souvent, ces gens-là se regroupent directement ou indirectement. Mais là, ça fait du sens parce que rendu à un certain niveau de style de vie, tu veux faire des choses que tes chums vont te suivre. Là, à la limite, si tu dis je m'en vais jouer au golf en Floride, il faut bien que les gens soient capables de te suivre. Là, c'est ça. Ou si tu parler de la réalité de ta business, faut que tu parles avec quelqu'un qui a une business aussi. Exactement. C'est plus des intérêts communs que du snobisme. Là. Non, puis souvent, ces gens-là, on ne retrouve pas dans ces gens-là là, du snobisme, on ne retrouve pas ça. Là. Ouais. Le fait de, m'as-tu vu, regarde ce que je porte, puis... on n'est pas là. On n'est pas là du tout. Pas du tout. Puis le quatrième groupe, tu dirais, c'est quoi? Là, écoute, on tombe dans des gens peut-être qui ont des actifs supérieurs à 50 millions. Puis ça, il y en a beaucoup plus qu'on pense là, au Québec. Oui? Ouais. Ça veut dire que... C'est quoi, du 50 à 100 millions ou du 50 à 250 millions? 50 à 250, puis 250 et plus. Puis 250 et plus, peux-tu dire que c'est un autre groupe carrément ou ils rentrent tous dans le même groupe? Si tu allais voir, par exemple, le top 500 des entreprises au Québec, disons... 300-400 premiers peuvent être dans ce groupe-là. Okay. C'est quand même beaucoup. Là. J'aurais pas pensé ça. Puis ces gens-là, tu les caractérises comment, mettons? D'abord, souvent, c'est des gens qui ont déjà eu une première génération qui est passée avant. Ils sont à la deuxième ou troisième génération. En affaires. En affaires, dans des entreprises que vous connaissez, puis que moi, je connais, puis que sûrement que mon père connaît aussi. Puis, tu as des super entrepreneurs, parce qu'il y a des super entrepreneurs qui partent de zéro. Je pense à des entreprises. Là, il y a des entreprises pour lesquelles là, il peut y avoir... il y a des gens qui sont partis de zéro puis qui ont près de 40 000 employés au Canada puis qui viennent de Québec. Là, ouais, c'est hot, ça. Ouais. C'est très hot. Puis rendu à ces niveaux-là, on va appeler ça des enjeux, mais c'est quoi les problèmes de riches qu'on a au Québec?
sais, avec les gens qui sont très fortunés, par exemple, c'est quoi leurs enjeux à eux? Les enjeux des gens très fortunés, c'est souvent toutes sortes d'inquiétudes pour ne surtout pas infantiliser ou bloquer le développement personnel de leurs enfants. Fait que ça, je te dirais que c'est le premier enjeu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où est-ce que les enfants connaissent ou sont conscients de la valeur financière de leurs parents, ils peuvent, dans le fond, penser que l'entreprise est due ou que les actifs leur sont dus ou qu'ils vont tout probablement obtenir ou pouvoir leverager ou utiliser ou peu importe le questionnement ou l'idée que les gens peuvent en faire. Puis les parents, eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver des façons d'encadrer ça puis de permettre, évidemment, un meilleur transfert de leurs actifs. Mais que, tu sais, moi, ça m'apparaît comme... Tu sais, t'as travaillé très fort, t'es fier d'où t'es rendu, puis tu veux que tes enfants s'assoient pas là-dessus pour vivre. Tu veux qu'il y ait des rêves, tu veux qu'il y ait un sentiment d'accomplissement. Puis j'imagine que, tu sais, on va appeler ça vraiment un problème de riche, mais il faut quasiment que c'est dans l'éducation de tes enfants qui va faire qu'eux vont se développer puis s'assoiront pas sur le filet de maille doré de l'entreprise puis de l'argent de la famille, dans le fond. Tu sais, écoute, pour te donner une image, là, si par exemple, David, Samuel, si vous aviez étudié, je ne sais pas, moi, avec le prince Charles en Angleterre, tu sais, votre réseau de relations serait peut-être différent de celui que vous avez aujourd'hui. Si mais moi, je te connais, Gab, fait que j'ai pas de problème. Les portes sont toutes ouvertes. OK, je pensais que c'était moi qui pouvais profiter de tes portes, mais bon, écoute, voyons bien le plan de futur. Mais c'est une dynamique où est-ce que les parents vont souhaiter. Puis là, dans ce cadre-là, on a un outil, nous autres, qu'on utilise qui permet d'encadrer soit le suivi sur le plan éducationnel par rapport à la compréhension que les enfants, ils peuvent avoir 20, 25, 30, 35, 40 ans. Ce sont quand même des enfants pour des parents qui sont plus vieux. Mais de permettre à ces enfants-là de mieux comprendre l'interrelation, tantôt on parlait du patrimoine, soit l'interrelation à l'intérieur du squelette ou de chacun des objets, puis des impacts, soit de l'impôt ou autre, qu'il peut y avoir sur ces actifs-là, puis de leur valeur réelle, de comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés dans le futur. Puis même à ça, les gens ont besoin eux-mêmes, même les parents, d'avoir de l'éducation parce que souvent, ils se disent, écoute, c'est quoi vraiment que je peux réaliser ou faire avec ça? Puis il y en a plusieurs qui disent, écoute, finalement, j'en ai pas réellement besoin, tu sais. Fait qu'une des choses qu'on fait, entre autres, c'est de les entourer ou de les amener à, par exemple, participer à un projet commun autour d'une fondation, par exemple. Ou est-ce que... Fait que si je comprends bien, vous faites vraiment affaire avec l'humain derrière la richesse, là. Oui, puis c'est ça qui fait 99% de la réussite. Parce qu'à quelque part, la réussite d'une famille, c'est principalement dans la communication. Puis quand on parlait tantôt de documents qui peuvent supporter, là, les gens peuvent avoir, par exemple, ce qu'on appelle une fiducie familiale. Fait que ça fait partie du squelette. Donc, un appareil légal, si on veut, qui permet d'orchestrer les actifs. Mais à l'intérieur de ça, l'idée, c'est d'être capable d'avoir, par exemple, des règles qu'on va suivre, puis de placer aussi les parents un peu à l'extérieur des demandes qui peuvent être faites. Parce qu'un enfant peut faire un type de demande qui est notable, correct pour lui, parce qu'il y a des capacités, par exemple, d'entrepreneuriat, il y a des capacités dans le monde des affaires. Puis l'autre enfant qui, lui, dans le fond, n'a pas nécessairement ces capacités-là, puis qui se réveille un matin et qui dit, moi aussi, je dois partir en affaires, j'aurai un projet. Pourquoi je dis oui à un puis que je dis non à l'autre? Ça prend peut-être des gens, puis là, on fait un genre de comité indépendant. Indépendant de la famille. Exactement. Puis, je veux juste synthétiser ce que tu viens de dire parce que je trouve ça super important parce que, tu sais, David, tu es une famille, tu es fortuné, tu vaux 50, 100 millions, puis tu as 3 enfants. Puis, tu sais, ils sont pas tous égaux. Il y en a qui ont des ambitions qui sont différentes des autres. Il y en a qui ont des projets qui sont, on va dire... plus ambitieux. Non, mais ils sont ambitieux, mais il y a une vision, puis tu vois que les gens ont la capacité de le réaliser, puis tu en as d'autres des fois que ça peut être un chemin qui est différent. Ouais. Mais tu sais, comme Gabriel dit, un des enjeux pour la famille, c'est pourquoi tu dirais oui à un puis non à l'autre. Fait que eux autres, probablement que ça met un très grand stress sur la famille, mais tu aimerais ça te retirer de ce genre de décision-là, parce que tu veux être un peu impartial, parce que tu veux ce qu'il y a de mieux pour la famille, mais tu vas donner ça un espèce de conseil de la famille, Gab, une espèce de conseil de famille que vous allez comme chapeauter, puis vous allez prendre les meilleures décisions.
Puis c'est choisi par ces gens-là. En lien avec les valeurs de la famille, par exemple. Regarde, Sam, toi, tu as des enfants. Tu peux l'appeler Samy, j'aime ça. C'est correct. À un certain âge, surtout à partir de 70 ans, là, moi je le vois beaucoup, les gens ne veulent plus être dans la position de décider oui ou non. Puis oui à toi, non à l'autre. C'est tout ce que ils veulent jouir de la vie, puis c'est tout. Aimer leur enfant, c'est ça. leur permettre. Puis là, souvent, les 3 axes sur lesquels on va porter attention. Premier axe, c'est la question d'éducation. Donc, favoriser l'éducation. Donc, un enfant qui veut justement aller étudier à l'extérieur, se raffiner professionnellement, bien, de favoriser ça. Deuxième chose que les gens souhaitent, c'est protéger la santé. Donc, on a déjà abordé la question de l'équité et de l'égalité. Auparavant, les gens faisaient un testament, ils disaient, bon, ben là, écoute, j'ai 100 piastres, là, je le sépare en 4, puis ça va être comme ça. Ben là, aujourd'hui, les gens essayent de mixer, au lieu d'être dans l'égalité, d'être plus dans l'équité face au patrimoine familial. Peux-tu nous en dire plus sur l'équité, s'il te plaît, Gab? Je trouve ça vraiment intéressant. Ben, sais-tu, Samuel, admettons qu'on place en premier lieu le patrimoine de Samuel, puis qu'on dit, ben ça, on voudrait que ça puisse avoir une certaine pérennité dans le temps. On va dire que je vois 1 milliard, OK? Juste à des fins d'exemple. Ben, pour tes enfants, tu vas vouloir une certaine pérennité, puis pour tes petits-enfants, puis tu vas peut-être avoir même l'idée de dire, ben je pourrais-tu même que ça puisse avoir une certaine pérennité pour mes arrière-petits-enfants. Fait que pour ça, ben, ce que tu vas vouloir, c'est établir, c'est quoi qui fait que moi, j'ai réussi à activer ça? Comment j'ai agi face à la sécurité, comment j'ai agi face au risque et comment je gère le risque dans la gestion de nos actifs, qu'on puisse avoir ces actifs-là puis les rendre pérennes. Exactement. Ouais. Ça va être un premier aspect. Deuxième chose, tu vas dire, ben écoute, il y a des choses que je voudrais favoriser. Par exemple, des gens qui veulent se développer, partir en affaires. David, tu as un talent comme animateur. Tu dis, ben écoute, moi j'aimerais ça partir une émission. Tu bâtis quelque chose, tu présentes ça à la famille. Puis il y a quelque chose de concret qui peut être profitable pour toi, pour la famille. Mais ce talent-là, dans le fond, va te permettre de partir en projet d'affaires. Tu ne seras pas en mesure de prendre ces risques-là. Mais là, la famille peut peut-être te permettre de prendre ces risques-là dans un contexte où est-ce que tu as quelque chose de valable qui risque d'être profitable. Mais pour lequel la famille est prête à assumer le risque et où que la famille va dire, ben écoute, si ton projet fonctionne, tu rembourses la famille. Comme si tu vas étudier, ça coûte 600 000 t'envoyer aux études. Ben le 600 000, avec tes capacités intellectuelles, tu devras, dans le fond, t'organiser pour rembourser la famille. Mais un enfant, par exemple, qui est très malade, qui a besoin de soins particuliers, ben lui, on ne lui prêtera pas l'argent, on va plutôt la donner. Donc, d'encadrer la façon dont on va disposer des actifs pour s'assurer de la pérennité. Ça veut dire de dire, par exemple, j'ai une famille que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Ils étaient 3. Un de ceux-là voulait envoyer les enfants à une école privée là, où est-ce qu'ils étaient pour apprendre différentes langues. Un des enfants qui était finalement le père de 4 autres enfants, lui, il dit, ben là, moi, je suis pas capable d'envoyer mes enfants là, puis les autres, ceux de mon frère, peuvent y aller. Est-ce que vous pouvez m'aider? Okay. Ben là, ils ont fait un conseil de famille en se disant, ben écoute, le patrimoine familial va participer à ton projet, mais toi, il faut que tu mettes un bout aussi dans ça si tu penses que c'est vraiment important pour tes enfants. Quels sont les gestes que toi, tu vas poser pour? Parce que ce qu'on veut en bout de course, le patrimoine, les intérêts auraient pu payer ça facilement, mais l'idée, c'est de dire, ben écoute, notre objectif, c'est de prendre les projets, de les écouter, mais de s'assurer qu'il y ait aussi une volonté de la personne qui fait la demande de poser un geste pour démontrer qu'elle lui aussi veut participer financièrement. Fait, c'est là qu'il y a le début d'une discussion, d'une compréhension, puis c'est là qu'on établit les valeurs, puis les éléments qui vont faire que oui ou non. Puis souvent, ces gens-là, leur première question, c'est comment je vais protéger la valeur. Comment je vais rendre la valeur pérenne. Exact. Et donc, au fil des années, le montant s'accroît. Exact. Puis là, gérer les risques. Tout le temps, gérer les risques. Okay. Tu vas parler à quelqu'un de très riche. Là, je pense à quelqu'un, vous parliez dans le domaine de l'agriculture, mais près de l'agriculture, qui est une famille de la Rive-Sud de Québec, là, qui ont beaucoup de sous. Là. Ben, ces gens-là, là, ils vont s'asseoir, puis leur première question, c'est de dire, ben écoute, si je vais chercher un rendement, par exemple, de 6-7 %, je suis très heureux. Je veux à peu près pas prendre de risques. Donc, je suis prêt à avoir peut-être 15-20 % d'actions maximum dans mon portefeuille. Il faut que je trouve des alternatives pour juste avoir une récurrence de revenus. Avec ces actifs-là, ces gens-là, la plupart pourraient dire, regarde, écoute, je peux prendre des risques énormes. Donc, je pourrais dire, j'ai par exemple 100 millions.
c'est pas grave si je perds 5 ou 10 millions. C'est pas comme ça que ces gens-là pensent. Non, c'est ça. Ben, Gabriel Couture, président de chez Groupe Stratège, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. Ça a été un plaisir. Sam Nadeau également, toujours un plaisir. À la maison, j'espère que vous avez apprécié. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!